Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Belle aussi là, le Salon international du livre d'Abidjan qui démarre aujourd'hui même et ce jusqu'au 10 mai prochain. Ce sera au parc des expositions à Port-Bouët et nous allons faire une incursion à travers les pages avec des auteurs venus d'ici, venus d'ailleurs pour dérouler leur talent et surtout l'importance de la littérature. Car on a tendance à le dire, les paroles s'envolent certes, mais les écrits restent. Il est très important de coucher nos traditions, de coucher tout ce qu'on fait au quotidien sur des pages afin de transmettre aux générations futures. D'ailleurs, le thème de cette édition, c'est « Livres et racines » afin de mettre en lumière les liens profonds entre littérature, mémoire et héritage culturel. Vous le verrez donc, une émission très intéressante qui s'annonce. Bonjour Momo. Bonjour Eva, je vais bien. J'ai l'impression que ma semaine commence aujourd'hui. Ne dit-on pas que l'instruction est la clé qui ouvre la première porte de notre liberté? En tout cas, j'ai hâte. On va parler de littérature et je sais que ça sera intéressant. Comment vous allez, Jenny? Oui, je vais super bien. Voilà, avec ce thème de lecture, je me plonge totalement en classe de CM1 où j'ai lu La légende de Sadio et vraiment... Souvenir. Je salue la mémoire de M. Isaïe Biton Koulibaly, voilà, grand écrivain ivoirien. Très bien. Alors, vous le savez, tous les jours, on a un trublion sur ce plateau. Aujourd'hui, il est remplacé par un doyen. C'est un écrivain qui se décrit comme pathétique de l'Antiquité. Il s'appelle le doyen Bongue. Il arrive. Bonjour doyen. Merci beaucoup madame. J'espère que vous allez bien. Ben, super, ça va. Nous sommes très heureux de vous avoir. Vous nous venez directement de l'ouest du pays. Ouais, de Glongouin. D'accord. Alors j'ai été invité au SILA par vos autorités parce que vous savez que la jeunesse aujourd'hui doit être incitée à la lecture. Exactement. Et je suis venu également présenter mon œuvre que voici, les Yacouba, de M. Bongue. Et là, l'histoire des Yacouba, tout est relaté là-dedans. Vous savez, madame, lorsque vous portez un canari et que le canari se casse sur votre tête, il faut en profiter pour vous laver. Il faut en profiter pour vous laver. Et nous profitons pour faire... Il y a tellement de malentendus sur l'origine des Yacouba. Vous savez, les Yacouba, quand on nous traite de parce que nous, que Yaba de deux sacs d'eau. La nuque que vous voyez, ce n'est pas de la nuque. Dieu n'installe pas, madame, le peuple n'importe comment. Il y en a qui vivent à 45 degrés Celsius au nord. Dieu nous a mis dans les montagnes afin de profiter de la fraîcheur des montagnes. Nous sommes des benguistes de Côte d'Ivoire. Nous sommes des benguistes de Côte d'Ivoire. Alors, allez dire à tout le peuple ivoirien, tout le monde entier, que ce que vous voyez sur la tête de Yacouba, ce n'est pas une nuque. C'est quoi? Nous nous promenons avec nos montagnes. Nous nous promenons, oui, avec notre nature. Et c'est ce que nous venons expliquer à travers cette œuvre-là. Aussi, là, et nous voudrons profiter de la direction générale de la RTI pour cette invitation. Merci beaucoup. Donc, on va vous retrouver aussi là, bien sûr. Oui, oui. Vous aurez un stand, vous allez faire des dédicaces d'œuvres. Et je pense que le public se bousculera pour se procurer l'œuvre Les Yacouba. Cela dit, en attendant, vous avez un fil d'actu à nous dérouler. Évidemment, madame. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.
Il y a un proverbe malinqué qui dit que Babla, Djourla, Bala, Beba, Nitrola. Que vous mettez la corde à la chèvre, que vous mettez la chèvre à la corde, la chèvre en souffre. Voilà pourquoi je me fais le plaisir de vous donner le fil d'actualité, chers jeunes. Le SILA, c'est le Salon international du livre d'Abidjan, au Parc des Expositions. Et donc, pendant 5 jours, Abidjan sera la capitale du livre et de la lecture. Alors, les régions invitées sont la région francophone, Caraïbes, Caraïbes francophone et la région du Cavali. Et donc, voilà, les gourous, moi je suis étonné. Quel gourou que vous voyez a écrit une œuvre, à part la danse des Aouli, nous sommes étonnés qu'ils soient invités. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a plusieurs auteurs ivoiriens qui sont à l'honneur. Notamment l'auteur de l'œuvre Aya de Yopouko, notre sœur, également Marguerite, et puis Amzata Ouattara également, avec le cours de la vie. C'est de la célèbre les 20 ans de leur carrière. Et donc il faut venir. Alors, le gouvernement ivoirien n'a pas voulu rester en marge de ce salon international du livre d'Abidjan. Alors aujourd'hui, jusqu'à la fin du salon du livre, tous les bagas et woro qui seront arrêtés, chaque chauffeur devra lire un paragraphe d'un livre lui montré par le policier. Oui, écoutez, je vous donne les informations. Aodjene, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, les Aodjeneka ont désormais leur banque, donc la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, une agence s'ouvre à Aodjene désormais. Et donc, c'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire que je voudrais qu'on innovation très très fort, qui s'est déplacé lui-même à aller à Aodjene, voir les Aodjeneka et ouvrir cette banque-là. Ah, donc les Aodjeneka ont l'argent jusqu'à ils ont banque pour garder. Alors, les Dosso, que vous connaissez, les chasseurs ont participé également donc à cette cérémonie. Ils ont émis leurs vœux, à savoir, eux, quand ils vont aller chasser leurs animaux, les lions, les panthères et autres, ils voudraient les garder aussi à la banque. Ah. On leur a dit non, 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 non. Ça, c'est pas un grenier animosité phonétique. Mais les deux également ont replié en étalant leurs lacunes, bien entendu. Mais surtout, ce qui a retenu notre nation, le sage de Dieu a fait des bénédictions à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Il a dit tout simplement Alama Djamana Djala, Alama Domboyana, Alama Boykuda, mon fait venir à Kosi au Kourum, Alama Kotela, Akatubala Salam Mamadi. Amina. Alors, le village de Zagigia. Alors, une information qui va vous surprendre à Zagigia, c'est à quelques encablures, bien entendu, du Haut-Central, du Daloa, que vous voyez bien entendu donc sur cette affiche. Un groupe de jeunes de 2 villages voisins, bien entendu, s'en ont pris aux mains. Écoutez, c'est la littérature. Ça n'engage que moi. Ça n'ont pris aux mains et il y a eu des échauffourées, des affrontements. Et la raison est toute simple. Vous savez que le week-end dernier, il y a eu le match opposant l'Inter de Mina et le FC Barcelone. Ballon joue en Europe, le sang coule à Daloa dans nos villages. Voici ces jeunes qui sont là. Et après leur débâcle, bien entendu, l'étalage de leur lacune afrontiatique, ils font des pauses comme ça à l'acheter. Qui sont ces jeunes? Qui sont ces jeunes? C'est pourquoi nous voudrons en appeler à la conscience de la jeunesse ivoirienne, bien entendu. Je souhaiterais qu'il y ait peut-être des échauffourées entre la SAC et l'Afrique. Mais Barcelone, tu connais qui? Et tu connais Messi? Il y a quel nom encore? Tu connais Yves Secus? C'est ton parent? Non, bats-toi pour Guédé Baïnias ou pour Didier Drogba. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour notre film. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr. Silos. Là, dit, on va appeler également à ne pas se battre pour la Ligue 1 ou pour les joueurs ivoiriens. Ça reste du sport, ça reste du fair play. Ouais. Alors, aujourd'hui également, vous avez peut-être raté l'information, c'est la journée internationale sans régime. La journée internationale oui, qui a été lancée en 1992 par une féministe anglaise qui s'appelle Mary Evans Young. Et cette journée est célébrée tous les 6 mai avec comme symbole le ruban bleu, bleu clair précisément. Et c'est une journée qui vise à démontrer les dangers, la fragilité des régimes alimentaires tout en promouvant une règle de vie harmonieuse. Donc pour tous ceux qui font des régimes alimentaires, sauf en cas de maladie, pour perdre du poids, etc. Aujourd'hui, c'est la journée où vous pouvez vous lâcher, manger un peu de tout. Avant de reprendre le régime de ce qui est mon cas. Donc aujourd'hui, on va faire bonne chère. Voilà, journée internationale sans régime. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler donc de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Et pour cela, nous allons recevoir des invités, bien évidemment. On va recevoir déjà le docteur Paul Hervé Agoubli, qui est président du comité scientifique du SILA. Recevons également Grace Estelle Nguessan. Elle est écrivaine, autrice en auto-édition.
vous le savez, le pays, donc les invités d'honneur nous viennent donc des territoires francophones des Caraïbes et Outre-mer, tels que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti et Saint-Martin. Et l'invité qui arrive nous vient précisément de la Guadeloupe. Elle est auteure, lauréate du prix FEDCAN Maryse Condé 2022, catégorie jeunesse, Cynthia Gokoul. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, soyez les bienvenus. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur RTI 1 pour parler donc du SILA, parce que vous le savez, sur la chaîne, on aime la littérature à travers le programme Au fil des pages que j'ai moi-même animé pendant quelques années. Je vous ai reçu d'ailleurs, je viens de vous reconnaître et je suis très heureuse de vous avoir. On va prendre langue avec vous dans quelques instants, juste après l'histoire du jour rédigée par Adi Raymond et rendue par Espérance Kwaku. À l'occasion de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, Eva Amani et ses chroniqueurs reçoivent ce mardi des personnages clés dans l'organisation de l'événement. Le livre étant au cœur de tout développement culturel, ces midis s'engage aux côtés du comité d'organisation du SILA 2025 pour redonner à la littérature tout son sens dans la construction de notre société. Docteur Agoubli, président du comité scientifique du SILA, je l'ai dit, 15e édition. Oui. On est tenté de dire déjà, mais en même temps, c'est beaucoup de chemin parcouru. C'est cela. Beaucoup de chemin parcouru avec... parce que le SILA naît quand même, il faut le rappeler, en 1999, de l'initiative des éditeurs de Côte d'Ivoire, d'un certain nombre d'éditeurs de Côte d'Ivoire. Et si on est à la 15e édition, au lieu d'être à la 24e édition, c'est qu'il y a des années qui ont sauté. Parce que bon, on a connu une crise entre 2002 et 2010. Cette crise-là qui n'a pas permis un déroulement régulier du salon. Et depuis la reprise en 2012, eh bien, les éditions se tiennent régulièrement. Et 15 éditions d'un salon qui est aujourd'hui inscrit à l'agenda mondial des foires dans le monde, ça veut dire que le SILA est reconnu. C'est une place que les éditeurs, le monde de la création et de la production des œuvres connaît désormais. Bon, vous avez des auteurs de la Guyane qui sont là. Il y a une 50aine de pays qui sont représentés cette année. Depuis 2 ou 3 ans, ça monte crescendo, 24, 30 et aujourd'hui 50. Effectivement, le SILA, c'est le point de ralliement du monde de l'édition francophone, mais au-delà, puisque l'année dernière, quand même, il faut se souvenir que le Kenya était le pays invité d'honneur. Alors, question qui va appeler une réponse, je l'espère, simple, brève, pour bien situer les choses. Comment se porte le livre en Côte d'Ivoire? Bon, c'est une question simple, brève. Mais oui, parce qu'on a tendance, je la pose cette question-là à dessein, parce qu'on a tendance à dire que les Ivoiriens ne lisent pas suffisamment. Mais en même temps, le monde de l'édition, c'est un monde qui est très dynamique. Il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a beaucoup de livres qui sortent. Préciser la question me permet d'y répondre là précisément. Vous prenez le football, il y a une communauté des sportifs. Vous prenez la musique, il y a une communauté des musiciens. Vous prenez le livre aussi, il y a une communauté des lecteurs. Et cette communauté des lecteurs-là, elle grandit d'année en année. Donc les records que nous obtenons chaque année aux éditions du SILA en termes de visites, en termes de vente, en termes de distribution, montrent que la communauté des gens du livre continue de s'agrandir. Donc l'idée, c'est de toucher un plus grand nombre, bien évidemment. Oui. Alors, je m'adressais à Grace Estelle Nguesson, vous êtes écrivaine, on l'a dit, autrice en auto-édition, c'est-à-dire que vous éditez vous-même vos ouvrages. Pourquoi vous ne passez pas par le système plus classique, on va dire, des maisons d'édition qui existent sur la place? J'y ai pensé déjà, mais personnellement, j'ai... Parlez un peu plus fort. J'y ai pensé et j'ai un projet d'avoir ma propre maison d'édition. Donc, je me suis dit, je vais me lancer comme ça pour mieux connaître les rouages de l'auto-édition, comment ça se passe, pour qu'une fois ma maison d'édition, je puisse être... voilà. Déjà, combien d'œuvres? 2 œuvres. 2 œuvres dont on va parler dans quelques instants. Et puis, Cynthia Gokoul, on l'a dit, du moins je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous venez de la Guadeloupe, qui est dans des territoires à l'honneur. Vous êtes à votre... Deuxième SILA. Deuxième? Oui. Deuxième œuvre, je retrouve... Ah, deuxième... non, première œuvre. Première œuvre, voilà, je retrouve votre fiche très rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de participer à un salon tel que le SILA, qui, le docteur le disait, est aujourd'hui une place incontournable pour tous ceux qui sont dans le milieu de la littérature, de l'édition, etc.
Ben, c'est un honneur d'être accueilli. D'ailleurs, avant de répondre à votre question, je vais remercier la ministre Françoise Remarque. Exactement, pour son invitation, pour son accueil, parce que c'est grâce à elle qu'on est là. C'est un honneur de pouvoir représenter la Guadeloupe sur un aussi grand salon, de pouvoir parler de la Caraïbe, de notre littérature, des liens qu'on a avec l'Afrique. Et ça peut nous faire que du bien de partager, en fait. Très bien. Et moi, je suis très amoureux de la Guadeloupe, des Antilles. J'ai vu que vous avez été lauréate du prix Maryse Condé, qui a écrit Ségou. Voilà, elle est l'une des grandes écrivaines qui a mis le Mali, l'Afrique en avant. Et il y a aussi Senghor, Césaire et Damas, voilà, les précurseurs de la négritude. Alors, cette fusion entre l'Afrique et les Antilles, c'est depuis longtemps. Oui. Comment est-ce que les Antilles ont pu impacter le monde littéraire depuis toutes ces années? Eh bien, on a plusieurs auteurs qui écrivent sur de grands auteurs qui écrivent sur le passé. Ils écrivent sur le passé colonial, sur le passé... Notamment Aimé Césaire. Hein, voilà, exactement. L'incontournable cahier d'un retour au pays natal. Exactement. Et c'est de cette façon, en fait, qu'ils marquent le monde de la littérature. Ce sont nos modèles. Quand on écrit, on pense à Maryse Condé. Oui. Quand on a des recherches, quand on veut chercher plus loin, on va chercher les écrits d'Aimé Césaire. Ce sont nos piliers, c'est vers eux qu'on se tourne. Et en fait, c'est non seulement une clé pour nous, mais quand on nous demande... Pour vous libérer. Voilà, pour se libérer, mais aussi pour chercher qui on est. Mais en plus, ça nous permet aussi de mieux expliquer notre passé à quelqu'un qui ne connaît pas. Aujourd'hui, si je viens parler des Antilles, ben, je pourrais référer Maryse Condé, Aimé Césaire, etc. Jean Palsy. Exactement. Ok, ma question est, quel est l'assemblage entre les écritures guadeloupéennes et les écritures ivoiriennes? Quel est le point commun? Le point commun, c'est... alors moi, je suis auteur jeunesse. Je suis auteur jeunesse. D'ailleurs, le prix Maryse Condé, c'était dans la catégorie jeunesse. Exactement, c'était dans la catégorie jeunesse. Et le lien que moi, je peux faire en tant qu'auteur jeunesse, c'est les histoires, nos contes et nos légendes. On retrouve beaucoup de liens avec des créatures légendaires. On ne va pas dire nos rois parce que dans la littérature caribéenne, il n'y a pas de roi. C'est en Afrique qu'il y a la royauté. Mais on se rapproche beaucoup à ça. On aime conter. Exactement. Le lien, c'est les griots et nos conteurs. On a ce partage-là avec les enfants, avec ceux qui veulent savoir. D'accord. Ah bon. Alors, professeur... Bongue. Merci, madame. Souffrez que je n'écorche pas votre nom. Bongue. Merci quand même de me donner la parole. Je suis très heureux pour, bien entendu, donc, participer à c'est un panel, hein, en quelque sorte, de cette émission. Alors, vous savez, chez nous, à Yacouba, nous disons que quand un âne vous tape avec sa patte et que vous la lui rendez, vous devenez tous des ânes. D'accord. Voilà pourquoi, oui, écoutez, nous allons répliquer, bien entendu, donc, à l'ascendance, bien entendu, de nos vertus qui nous sont considérées par l'amalgame, bien entendu, des propos que vos invités ont initiés sur ce plateau. C'est pourquoi... Nous n'avons rien compris. D'accord, voilà. Écoutez, vous n'avez rien compris. Cela révèle, bien entendu, de la symphonicité de vos propos, messieurs. La symphonicité. Oui, la symphonicité, chaque fois que ce monsieur parle, c'est toute une symphonie, ça fait danser. Je ne peux pas rentrer dans son jeu. Alors, je voudrais m'adresser à votre invité, le représentant, bien entendu, de ce salon international des livres d'Abidjan, que je devrais d'abord saluer l'initiative du comité scientifique. Une question pertinente. Alors, quels sont, bien entendu, donc, les impacts... Vous jugez vous-même que votre question est pertinente. Je vous en prie, madame, quand même. On dit parfois que le tam-tam ne se tape pas. Mais c'est nous, en pays, Yacouba, le tam-tam se tape. Alors, question à double volet. Quels sont donc, bien entendu, donc, les impacts socio-économiques, bien entendu,
du Salon international du livre d'Abidjan. Et par ricochet, bien entendu, pourquoi le choix? Nous n'en disconvenons pas que la Guadeloupe soit invitée. Mais nous sommes également ahuris, et cela est par conséquent être mirobolant pour nous, de savoir que le peuple Gouro le Cavalier a été invité. D'accord. Monsieur le président, oui monsieur, écoutez, donnez-nous-en, bien entendu, les principes moraux et... Et Hein? Et Qui lui répond à la question? Alors, pour résumer, la première question, c'était impact socio-économique donc, du SILA. Et puis ensuite, je pense que l'année dernière, donc, le pays Gouro était invité. Et il se demande pourquoi pas les Yacouba. Donc on va répondre déjà à la première question, qui effectivement est très pertinente. Oui, elle est très pertinente. Je dis souvent, on parle du salon du livre, et à juste titre, tout le monde voit les écrivains, à juste titre. Et derrière les écrivains, il y a toute la chaîne. Il y a une industrie. Il y a une industrie, toute la chaîne de production qui, normalement, à qui le salon est dédié pour qu'elle fasse le point, justement, de son poids dans la richesse nationale, réellement. Et que donc, on voit de quelle utilité ou de quel apport elle peut être au pays. Ça se situe, quand on prend les livres scolaires, ça se situe autour de 10 à 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup. 10 à 20 milliards pour les ouvrages scolaires. C'est-à-dire, par exemple, on a étudié à l'école les phrases des Binto, etc. Toutes ces œuvres-là qui sont achetées par les parents. Ça, voilà. En 10 à 20 milliards. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. On peut aller bien plus haut. Bien plus haut. C'est une économie où un secteur qui peut drainer. Et d'ailleurs, on n'a pas toutes les données, justement. Parce que sur la littérature générale, on n'a pas effectivement tous les chiffres. Et donc, l'idée, c'est de voir comment le livre scolaire peut porter toute l'industrie. Et comment, aujourd'hui, vous faites de la littérature de jeunesse, de la fiction, de la poésie, comment, justement, ces genres de littérature générale-là peuvent percer également. Vous avez une auteure comme Anzata Ouattara qui tire 10 000, 20 000 exemplaires. Bon, on pourrait penser que c'est beaucoup, pourquoi pas, mais en Côte d'Ivoire, on pourrait tirer 50 000, 100 000 exemplaires. C'est des choses qui sont de l'ordre du possible. Donc, c'est ce type de réflexion qu'il faut avoir de plus en plus pour que de 10 à 20, on passe par exemple à 100. C'est là où vous commencez à compter vraiment dans une économie. 10 à 20 pour qu'on passe à 100 milliards, qu'on passe à 100 milliards, que vous comptiez dans l'économie, dans le PIB par exemple. Donc, ce sont ces réflexions-là qui sont menées. Et si vous regardez, disons, la structure du programme, vous avez les programmes professionnels. Le programme professionnel est là pour poser ce type de problématique. Avec tout le réseau de l'APNET, ce sont les éditeurs d'Afrique qui viennent, sont 53, représentés dans 53 pays sur les 54 d'Afrique, et qui viennent poser ce type de problématique sur donc l'édition numérique, le livre audio, la distribution, la circularité du livre dans le monde francophone, la cession des droits entre pays francophones et pays anglophones. Donc, c'est toutes ces réflexions qui permettront de dynamiser tout ça. Première chose, l'impact social. Un pays qui ne lit pas, en réalité, n'avance pas vraiment. Moi, je réponds sur la formule de Béatrice Didier, c'est une très belle formule. L'écrit a plus de poids que le vécu. Écrire, c'est marquer même vraiment le vécu. Et si je voulais mobiliser, si vous voulez, la métaphore donc, du sacré, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Effectivement. Un pays progresse par ce qui lui est donné d'entendre, par ce qui lui est donné de lire. Et donc une convergence autour de la littérature, de la lecture, permet effectivement au pays de converger. Donc c'est vraiment sur ces deux aspects-là ce que je voulais dire. Alors, la question des pays invités d'honneur, moi j'ai dit tout à l'heure à Cynthia que ça tombait sous le sens pour deux choses. En 2015, par exemple, il faut se souvenir que le ministère de la Culture et de la Francophonie initie, dans le cadre de la route de l'esclave, une arrivée massive des Bonis de Guyane. Et c'est une entreprise qui a cours depuis de longues années sous la houlette, par exemple, de Serge Billet, qui était donc l'écrivain à l'honneur l'année dernière, il faut se souvenir, qui a écrit en 2018 le livre Les Bonis de Guyane pour retracer donc, le parcours effectivement. Ces Bonis-là qui sont partis. Exactement. Donc le fil de l'identité de la relation n'est pas rompu depuis, sauf que il faut créer des passerelles pour que donc, ces deux pans de la même identité-là se vivent, s'émulent, j'allais dire solidairement pour avancer. Donc, je veux dire, c'est
progressivement, probablement, non, même pas probablement, c'est certainement ces raisons-là qui ont milité à ce choix. Et puis, on parlait de Manique tout à l'heure, une sœur donc venue de Guadeloupe, et qui donc, depuis 2 ou 3 années, est très active au niveau du salon et qui est la pièce angulaire de ça. Alors, peut-être je finirai une toute petite chose. Chaque année, une région est mise à l'honneur. Et cette année, c'est le Cavali. Et c'est pour cela que donc on a la querelle entre les Gourous et les Yacouba. Vous avez parlé. Alors justement, la région du Cavali qui est mise à l'honneur, ce sera à travers des expositions et surtout un concours de poésie. De poésie et de nouvelles. Et de nouvelles. Je vais m'adresser à présent à Grace Estelle Nguessan. On l'a dit, vous êtes en auto-édition. Déjà, pour votre première œuvre, vous sortez comme ça. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous retrouvez confrontée? Parce que pour une jeune fille, vous êtes toute jeune. Décider d'écrire, déjà, c'est pas évident. Vous écrivez et vous décidez de rajouter une difficulté supplémentaire, j'ai envie de dire, c'est de passer en auto-édition. Quels sont justement les obstacles que vous avez rencontrés? Déjà, je pense que le premier obstacle, c'était le fait de ne pas être connu. Et c'était très difficile au niveau de la publicité, voilà. Non seulement de la distribution aussi, mais de la publicité, surtout de l'œuvre. Comment passer à la télévision, par exemple, pour en parler. Comment approcher les libraires pour faire valoir ton œuvre. C'était très difficile. Mais bon, j'ai pu avoir des opportunités, voilà, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et je me suis défendue, j'ai défendu mes œuvres, et donc ça va aujourd'hui. Alors vous parlez de libraires, justement, on le sait, hein, ou pas, mais dans les librairies, les maisons d'édition ont quand même des deals pour mettre certaines œuvres un peu plus en avant, de sorte à ce que le lecteur, l'acheteur, tombe sur cette œuvre-là et pas sur une autre. Donc, effectivement, quand on est en auto-édition, qu'on est toute jeune, qu'on n'a pas forcément le réseau, les livres ne sont pas forcément à la une. Dans la librairie, il faut fouiller les rayons pour trouver. Il y a cette question-là également. Mais, moi, par exemple, l'année passée, il y a une librairie, une grande librairie, on ne peut pas citer de nom, qui a décidé de me faire confiance et qui a accepté de vendre mes œuvres. Et j'ai exposé plusieurs fois là-bas et ça a été un gros avantage pour moi. Alors aujourd'hui, quel bilan vous faites de ces 2 œuvres déjà éditées, auto-éditées? Pour le roman, le premier bébé, tout va bien. Cocktail libre, c'est le tout nouveau, voilà, qui est sorti à peine en avril. Et donc, ma venue ici, c'est de promouvoir. Cocktail libre qui parle, c'est un recueil de poèmes? Oui, c'est un recueil de 35 poèmes. C'est un mélange de plusieurs émotions, sentiments et tout. Et c'est un dialogue entre l'âme et l'esprit sur la liberté. Voilà, on va dire ça comme ça. Chacun donne son point de vue sur la liberté. Des points de vue qui, au début, sont convergents. Au début, qui divergent, voilà. Et jusqu'à la fin de la conversation, les points de vue convergent. Est-ce que les Ivoiriens consomment la poésie? De ce que j'ai entendu, il y a beaucoup qui n'aiment pas trop la poésie. Mais je sais qu'il y a des vrais amoureux de lecture. Je pensais que le professeur Bonqueux, par exemple, à part Mon père aimait mon père à moi, c'est ça. Et je ne suis pas sûre qu'ils connaissent d'autres poésies. Les Ivoiriens aiment beaucoup tout ce qui est roman, nouvelles. Surtout roman d'amour. Un roman policier également, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui consomment les SAS, qui sont très populaires, et surtout dans les livres. Moi, j'aime bien les livres qui ont une seconde vie. J'aime qu'on donne une seconde vie aux livres. Donc, autant j'achète des livres dans les librairies, autant j'achète des livres dans les librairies par terre. Parce qu'on a des pépites. Pour moi, un livre, il doit vivre, il doit circuler. Un livre ne doit pas être enfermé dans une bibliothèque. Moi, j'aimais bien l'odeur des pages, là. Exactement. Moi, j'ai plus de 200 livres chez moi. Et malgré ça, je continue d'en acheter. Et j'aime bien, il y a souvent des annotations faites par le lecteur précédent, des angles qu'on ne voit pas toujours. Franchement, moi, j'adore la littérature et j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas également. C'est une autre forme d'économie, d'industrie qui permet aux livres de se faire... de circuler au maximum. Oui. Et Eva, en parlant de livres physiques, il y a aussi le livre numérique. Alors, le e-book, de plus en plus, il est prisé. Et est-ce qu'en France ou en Guyane et en Côte d'Ivoire, est-ce que vous arrivez aussi à bénéficier financièrement de ça? Moi, je ne suis pas beaucoup intéressée par le numérique parce que j'aime beaucoup le papier et tout. Je suis très attachée à ça. Mais vous pouvez avoir aussi des lecteurs qui aimeraient bien... Exactement, oui. Et surtout que maintenant, je vis en France. Je commence à m'intéresser parce que je pense que la culture a changé et tout. Et là-bas, ça consomme beaucoup les livres numériques et tout.
À côté du livre numérique, il y a également le livre audio. Oui. Pour notamment les malvoyants ou des personnes tout simplement qui aiment... Oui, mais elle pourrait vous faire une deux réponses dessus, puisque elle est en collaboration avec Une voix, une histoire de Manick, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, oui. En effet, j'étais assise sur un petit banc. Mon premier ouvrage a été édité en livre audio avec la première maison d'édition et l'unique maison d'édition audio de la Caraïbe qui, justement, avait pour objectif de donner accès à la littérature aux personnes non-voyantes. Des personnes qui ne sont pas en possibilité de lire, qui ont des handicaps invisibles qui ne leur permettent pas d'accéder à la littérature. Et c'est un objectif lourd, oui, mais qui a été atteint. D'ailleurs, je la félicite pour ça. Et voilà, du coup, mon livre est accessible en audio et en livre physique. Avant de passer à la pub, une dernière question très rapide. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on édite des œuvres en braille pour les non-voyants? Pas encore. Oui, je pense que c'est possible. Ça doit se faire parce qu'à l'université, on a des étudiants qui sont malvoyants et effectivement qui ont ces ouvrages-là pour étudier, pour apprendre. Oui. Très bien. Première coupure pub de l'émission, on se retrouve dans un instant. Tout de suite. On allume la télé! Êtes-vous prêt à allumer votre week-end? Sur le plateau de Allume la télé, le jeu, vos personnalités préférées se lancent dans des défis hilarants et explosifs. Entre rire, jeux et musique, la compétition s'annonce 100% fun. Des équipes survoltées, des épreuves smart et déjantées. Et une seule mission, se surpasser pour décrocher la victoire. Retrouvez Jean-Michel Aunin pour une soirée de pur divertissement où tout peut arriver. Allumez votre télé, allumez votre week-end. Tous les vendredis à 20h50 sur RTI 1. Rediffusion samedi 15h30. Aujourd'hui, nous avons les pensionnaires de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel. Ils sont là. Et l'IP... Alors, l'Institut est dirigé par une directrice générale, la Madame le professeur Edmé Mansilla, et les professeurs stagiaires se sont constitués en une association dénommée Association des formateurs stagiaires de l'enseignement technique et professionnel, qui a pour président M. Brou Alban. C'est bien ça? Alors... Dans le mois de juin à venir, on aura la première édition des Awards du formateur de l'enseignement professionnel. Et ce sera une compétition d'innovation qui fera appel à la participation de plusieurs entreprises et institutions partenaires en vue donc... alors ce sera donc dans le mois de juin, je l'ai dit, il s'en suivra la sortie de la 47e promotion de formateurs de l'enseignement technique et professionnel dans le mois de juin. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors dans le public... Dans le public, nous avons également la présence de monsieur Agodio Mathurin Yoga. Il est là, inspecteur, écrivain et chroniqueur, représentant de la présidente de l'AEC, qui est malheureusement absente aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Merci, madame. Oui, effectivement, je suis Agodio Mathurin Yoga, comme vous l'avez dit. Je suis inspecteur, écrivain, aussi chroniqueur. Je suis déjà auteur, bien sûr, de 3 œuvres. Donc, ce matin, nous sommes là pour représenter, bien sûr, la présidente, Dr Hélène Lobé, n'est-ce pas, de l'AEC. Exactement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'AEC, c'est l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Voilà, qui a été créée, bien sûr, depuis 1986 avec, comme premier président, Paul Aïzi. D'accord. Voilà. Donc, ce matin, nous sommes là pour soutenir, bien sûr, l'émission, pour dire qu'effectivement, nous, c'est vrai, on est Ivoiriens, on est Africains. Bon, le livre, ce n'est pas tellement notre culture, c'est vrai. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec l'activité qui est menée sur le terrain, les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu un peu les images. Ben, vous savez, aujourd'hui, l'engouement est créé. Les mentalités ont commencé à changer. Donc, ceux qui disaient que les Africains n'aiment pas lire, les Ivoiriens n'aiment pas lire, moi, je vous assure aujourd'hui que les choses ont commencé à changer. Parce que d'habitude, bien sûr, on parle pas avec une seule baguette magique, on peut changer les choses d'un jour ou l'autre. Aujourd'hui, vous avez, les parents doivent maintenant donner des cadeaux, livres, exactement, au lieu de donner autre chose que je ne vais pas nommer. Vous comprenez un peu. Voilà. Bon, on peut donner autre chose et donner des livres également. Merci, madame. Oui. Non, c'est pour dire que ça va ensemble. On peut donner des livres et des poupées, des livres et des voitures, mais il faut toujours qu'il y ait le livre. Donc, c'est vraiment l'une des lignes directrices, bien sûr, de la politique de madame, de Dr Hélène Lobé à son staff. Très bien. Vraiment, comment faire en sorte qu'on puisse vulgariser davantage le livre et qu'on puisse faire
en sorte que le livre puisse être vraiment un accessoire facile, n'est-ce pas, d'accès à la population pour l'Ivoirien nouveau qu'on veut bâtir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons le président de la délégation guadeloupéenne, le président de la commission culture de la région Guadeloupe, monsieur Jean-Claude Nelson. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu. Merci. Nous sommes heureux d'être le pays d'honneur de ceci-là 2025. Donc nous remercions toute l'organisation d'avoir pensé à la Guadeloupe. La Guadeloupe, je rappelle, la majorité des personnes qui vivent en Guadeloupe, ce sont des afro-descendants. Exactement. Et donc, nous avons la même culture puisque nous avons gardé en mémoire ce que l'Afrique nous a donné. Wow. Et nous faisons en sorte que de là où nous sommes, nous puissions toujours être fervents de nos récits, de nous raconter, de nous imaginer, et de faire en sorte que nous puissions aussi, dans l'onde de l'humanité, apporter notre contribution à la réflexion et à la pensée, et à travers notamment de grands écrivains, de grands auteurs. Et aujourd'hui, nous remercions le SILA de fabriquer un pont entre l'Afrique et les Caraïbes, et nous particulièrement la Guadeloupe, pour cette édition, et nous le remercions vivement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci bien. Alors, on parle bien évidemment du SILA, cette 15e édition qui se tient à partir d'aujourd'hui au Parc des Expositions d'Abidjan, et ce sera jusqu'au 10 mai prochain. Vous le savez, tous les mardis, on a le grand bonheur de recevoir sur le plateau notre très cher André Abi pour sa chronique Changeons. Je vous explique le principe. Il dénonce tout simplement les comportements à bannir de nos sociétés et surtout, il nous donne la bonne attitude. C'est parti, changeons. Et oui, bonjour Eva, bonjour public et puis bien sûr bonjour à nos chers téléspectateurs. Puisqu'on parle du livre, j'ai bien envie de donner cette citation. La vie n'est qu'une suite d'événements heureux ou malheureux qui tous à leur tour tentent de posséder le temps et de l'estomper sur la durée. C'est une signation signée Abi André, c'est-à-dire moi-même. Waouh, bravo. Allez, on y va. Effectivement, notre sujet du jour, lui, par contre, est un sujet assez sensible et délicat et une pratique malheureusement qui a cours sous nos tropiques. Il s'agit de l'empoisonnement. Allez, convoitise, jalousie, méchanceté gratuite, les raisons sont diverses et avec le même objectif, nuire le plus possible à l'autre. C'est une pratique que nous condamnons. Je vous invite à suivre cette vidéo qui en est une parfaite illustration. Mon frère, c'est comment? Ça va non? Des joueurs. Ma belle. Comment il est? Ça va. Mais tu prends soin de ma belle, c'est bien ça. C'est normal, hein? Ah là, je suis content. Ton biscuit est là. Mais Joe, qui ça? Tu nous as fait venir là? Ouais. Bon, en fait, les nouvelles sont bonnes. Ah bon? Mais il y a 20 ans, je suis là, mon téléphone sonne. On dit que je suis nommé directeur général des opérations. Voilà. Félicitations. Tu connais, merci beaucoup. Merci. Ah, vraiment, c'est Dieu. Félicitations, ma belle. Félicitations. Merci infiniment. Merci. Non, c'est rien, c'est Dieu. Non. Ouais. Donc on va trinquer à la réussite, n'est-ce pas? Voilà. Évidemment, mon frère. À la nouvelle nomination. Ah oui, c'est bonheur. Non, pas d'inquiétude. Excusez-moi un instant, j'ai mon téléphone qui sonne là. Un instant, je vois. Chérie, qu'est-ce que t'as? Ton ami a eu une grande promotion au travail, puis tu es bizarre comme ça. Non, laisse. Tu es su, bébé. Non, laisse. Comment il sourit? Et comment le mariage, c'est que... Je vais te montrer les billets, les photos là. Il y a le chat. Attends, d'abord, tu vas voir. C'est quoi? Ah, on ne fait pas quelque chose d'autre. Je vais tous des femmes. Non, vous les femmes là, vraiment. Ah, vraiment, c'est bon. En tout cas, mon frère. Ouais. Mon frère. Tu es mon frère. Félicitations, mon frère. Mon frère, félicitations. C'est ça maintenant. Très bon, mon frère. Très bon. On trinque encore. Bon, on trinque encore. Oui, à la réussite. À boire. On trinque à la réussite. Et puis au mariage surtout. Surtout, oui. Ah, ça désaltère. Il fait tellement chaud. Attends, je vais aller aux toilettes là, je viens. Attends, allons-y aussi. Non, ça va, tu peux t'asseoir, ça va. Mon frère, il t'accompagne. C'est bon. Hey, allô? Alors,
Que faire en pareille circonstance? Il est fortement conseillé, mesdames, messieurs, de terminer votre verre à chaque fois que vous levez. C'est très important que vous soyez entre amis, simples camarades ou même collègues. Hein. On ne le rappellera jamais assez. La confiance n'exclut pas la prudence. Et aussi, pour rappel, l'empoisonnement est un délit passible d'emprisonnement à vie. Public de ces midis, qu'est-ce qu'on fait après ça? Changeons! Merci. Merci, André. Quand votre chroniqueur... André Abi. Bon, écoutez, moi, je ne le maîtrise pas. Donne une citation dont il est l'auteur. Devant un monument pathétique de la littérature africaine que je suis, M. Bongue. Et vous trouvez ça normal sur une télévision nationale? Qui lui a donné la licence et de la paternité de la possession de ce professeur Bongue, on va rétablir les choses. On va vous permettre de donner une citation de votre cru. Vous voyez, madame, nous, les Yakuba, nous disons, nous t'avons senado, ma pardon, au guanotocité. Ce qui veut dire? Le crocodile qui est en train de dormir en plein sommeil est 1000 fois mieux que le marguillat en pleine quête de pitance quotidienne, madame. Vous voyez, je voudrais, au nom de la littérature, c'est ce que nous partons dénoncer au SILAS. Il ne faudrait pas que des individus viennent harguer sur les plateaux de télé, aérant au visage accroussi, à la littérature obscène, où tout est... Oh, madame. C'est de la poésie. Ce qu'il a fait là, c'est de la cruauté. Il n'est pas l'auteur. Il n'est pas l'auteur de cette œuvre. C'est pourquoi je voudrais féliciter cette jeune demoiselle, madame. Oui. Madame ou mademoiselle? Bref, cela était une question aléatoire. Quand vous rendez hommage à Bongouanou, c'est ce que je fais à travers Yakuba également. Mais madame, quelquefois, il faut vous informer. Quand vous dites au Bongouanou, berceau de mes premiers pas, quand vous dites sous un ciel parsemé d'étoiles brillantes, qui vous a dit qu'il y a des étoiles brillantes? Ah, Bongouanou, madame. C'est vrai que le livre fait rêver. Mais parfois, il faut vendre ce rêve de réalité à tout un peu. Bongouanou n'a pas d'étoiles brillantes. En part Ma, il n'y a qu'une ville en Côte d'Ivoire qui est parsemée d'étoiles brillantes. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais m'adresser, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Je n'assiste plus à votre émission, madame. Non, restez avec nous. Non, ça va. Non, professeur, revenez. C'est un déshonneur pour vous. Alors, je vais m'adresser donc à notre invité, grâce à Estelle Nguessan. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse qui voudrait peut-être vous emboîter le pas, écrire des œuvres? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent, mais qui ne savent pas forcément où s'adresser, à qui s'adresser, comment faire pour être édité, pourquoi pas passer en auto-édition. Quel conseil vous donnerez à tous ces jeunes-là? Déjà, pour l'auto-édition, les informations sont accessibles sur Internet. Il faut juste de la volonté, il faut savoir chercher. Et aussi avoir le courage de se rapprocher des dévanciers. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu le courage de me rapprocher de Mme Onzata Ouattara. Et c'est avec elle que... Qui est très accessible, hein, cela dit de façon très gentille. C'est avec elle que j'ai travaillé sur cette œuvre-là et tout. Donc, ça, c'est le premier pan de mon conseil, je dirais. Et aussi, j'ai parlé aussi de la volonté. Pour écrire, il faut lire. Voilà. Il faut beaucoup lire parce que la littérature, la lecture permet d'améliorer son vocabulaire et pourra vous permettre d'écrire. Non seulement ça, et aussi ne pas attendre la perfection pour commencer. Voilà, croire en ses petits débuts, ne pas attendre la perfection et voilà, se lancer tout simplement. Parce que être écrivain, c'est pas forcément écrire de belles phrases et tout, parce qu'il y a des correcteurs qui sont là, il y a des critiques littéraires aussi qui sont là, ils ont leur rôle à jouer. Écrivez votre histoire, ayez confiance en ce que vous écrivez et soumettez-les à ces personnes-là qui vont corriger, qui vont travailler avec vous. Voilà. Commencez petit, comme disait Marcel Pagnol, il n'y a point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Voilà. Je vous en prie. Joliment rendu par Eva Amani. Je vous en prie. Moi, alors, oui. Moi qui suis fan d'œuvres imagées, je remarque beaucoup dans certaines œuvres que maintenant c'est seulement écrit. Vous parlez de quoi? De bande dessinée? Non, pas bande dessinée. Les illustrations. Des illustrations, parce que j'ai beaucoup lu les trucs des héros et tout, donc je me réfère toujours à ça. Quand je vois une œuvre qui n'a pas d'image, je me dis que ça risque de m'endormir. Qu'en est-il dans vos prochaines... dans votre prochaine... Là, vous me donnez une idée, comme ça, parce que je n'y avais pas pensé. Et donc, peut-être dans les prochaines œuvres... illustrées. Voilà. D'accord. Dernière coupure publicitaire, à tout de suite.
Vous souhaitez commander ma fibre à la maison sans vous déplacer. Il faut vous assurer d'être éligible. Alors, comment faire son test d'éligibilité? Ouvrez votre navigateur sur votre téléphone, tablette ou ordinateur et allez sur le site www.mafibreMove.ci. Une fois sur la page, cliquez sur le bouton Tester mon éligibilité. Bravo, vous êtes éligible. Cliquez sur Commander ma fibre pour commander. Une fois validé, ici, renseignez un numéro Move Money pour finaliser votre commande. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, on est bientôt à la fin de l'émission. On a le public, hein, je vous l'ai dit, qui nous viennent de... Alors, comment on prononce les initiales? Parce que j'ai dit l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel. Ça donne IPNET. C'est IPNET. Alors, on va prendre un mot rapidement. Vous êtes le président, M. Broualban. Je suis le président de l'association AFSET. D'accord. Oui. Et M. Broualban, je suis le président de notre association AFSET. C'est l'association des formateurs stagiaires de l'enseignement technique et professionnel. Vous lisez beaucoup? Bien sûr. D'accord. Quelle est votre œuvre favorite? Ok, je suis plus en fait roman. Je crois que la dernière œuvre que je lisais, je suis plus en fait œuvre politique. D'accord. Parce que je suis juriste à la base. Voilà, œuvre politique et puis un peu plus en fait dans les affaires. D'accord, ok. Vous avez un mot à lancer rapidement? Vous avez un mot à dire rapidement? Donc, rapidement... Rapprochez le micro, s'il vous plaît. D'accord, merci. Rapprochez-le. Je le rapproche, oui. Rapprochez-le de votre bouche, en fait. Voilà. Je le rapproche. Voilà, on vous entend mieux. D'accord. Je te disais, je suis plus lecteur des œuvres politiques et puis un peu dans les affaires. Mais là, maintenant, nous avons un slogan ici. Il faut parler de l'IPNET. C'est un institut qui forme les personnes en fait, qui sont les formateurs de l'enseignement technique professionnel. Et on n'est pas très connus, malheureusement, alors que c'est nous qui formons beaucoup plus aujourd'hui et dans le monde de l'emploi. Alors, ensemble, le slogan IPNET. IPNET. Instruire pour former. Alors, votre mot de fin? Ok, notre mot de fin... ok. Je m'adresse au docteur, mais rapidement. Nous aimerions dire à tout le monde que l'IPNET ici, c'est l'institut qui forme les personnes d'enseignement technique professionnel. Et nous encourageons beaucoup de gens, bien sûr, à s'adonner aussi aux activités de l'enseignement technique professionnel. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Alban. Docteur Agoubli, votre mot de fin? Oui, je dirais à tout le monde que de plus en plus de personnes lisent, comme on a dit, mais de plus en plus de personnes écrivent aussi dans tous les domaines. Le sport, la politique, la musique. Il y a une tendance aux biographies en ce moment que j'apprécie énormément. Effectivement, aux témoignages, biographies, aux écritures de soi, aux récits de vie. Et donc, le Salon du Livre, c'est le lieu aujourd'hui où vous pouvez croiser en fait ce que vous cherchez. C'est l'endroit où il faut être si vous cherchez vraiment le tout à Abidjan. Et vous allez les voir là-bas. Dernière chose donc, je dirais, c'est que jeudi, nous avons un très beau panel, très belle discussion avec Christiane Taubira, ancienne ministre française, Maurice Bandama, Françoise Remarque, et qui d'autre, Marguerite Aboué, qui est auteure à l'honneur. Ce sera jeudi. Et jeudi à 10h. Et toutes ces personnes qui vont nous expliquer ce que l'apport dont le livre a été pour le parcours riche qu'elles ont pu construire. Et donc, c'est un panel qui est adressé aux jeunes, à tous, pour venir voir ces grands destins, leur expliquer comment le livre a transformé leur vie. Donc, je vous invite tous au Parc des Expositions. Maintenant, cérémonie d'ouverture, la cérémonie de proclamation des prix nationaux vient de finir. À 15h, la cérémonie officielle d'ouverture. Jeudi, et puis bon, il y a plein de monde à croiser, dont Cynthia. Alors, Cynthia, d'ailleurs, à qui on va donner le micro pour... Enfin, elle a déjà son micro pour le mot de fin. Eh bien, mon mot de fin serait « Ouvrons nos horizons ». Et je remercie la Côte d'Ivoire de nous permettre d'ouvrir les horizons antillaises. Retrouvons nos racines et accordons-nous. Et on se donne rendez-vous aussi là également. Rendez-vous est pris donc. Grâce Estelle Nguessan. Déjà, merci à vous pour l'accueil. Et voilà, rendez-vous est pris aussi là parce que nous exposons là-bas aussi du 6 au 10. Et notre stand, c'est le stand des autrices auto-éditées. Nous sommes 4 femmes qui sommes ensemble. On a Danielle Gonaï, Natacha, Mabi et Anna Kamara. Donc, passez à nos stands et voilà. Très bien, on sera là. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Sanogo. Merci, Eva. Jenny Sofrin également, on me signale qu'on a encore 2 minutes, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut passer le micro dans le public pour avoir rapidement le nom de l'œuvre qui vous a le plus marqué? Qui a le micro? Voilà, allez-y, passez l'œuvre. On a déjà entendu le président. Bonjour monsieur, vous mettez debout.
Votre nom et puis l'œuvre et l'auteur. Je suis Grand Bouté Soalio. L'œuvre qui m'a marqué, c'est Les Fracs de Binto. Bien évidemment, Damadou connaît. C'est un classique. Qui d'autre veut réagir? Oui. Moi, je suis Eni Bernard Junior. L'œuvre qui m'a marqué, c'est Le désert sacré. De Lamine Lamal. Ah, d'accord, je ne l'ai pas encore lu. Merci. Alors, troisième personne, une jeune dame peut-être. Monsieur, oui, allez-y. C'est un jeune, c'est un monsieur. Je suis José Nyaliga et à travers l'émission de la RTI, c'est midi, j'aimerais faire un clin d'œil à Madame Norbert Zézé, dont j'ai lu le livre « Comment j'ai élevé mes enfants toute seule ». Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité à ces midis. On rappelle donc que le SILA est ouvert aujourd'hui. Il va durer jusqu'au 10 mai prochain avec toute une palette d'activités, dont des panels. Il y a également un dîner gala ce soir. Voilà, j'y serai. Merci pour l'invitation. Et puis, rendez-vous est pris ici même demain à partir de midi pour un autre numéro de ce midi. Merci, professeur. Merci à tous. Merci vraiment.